Auteur de la proposition pour 10 minutes. Si vous voulez bien poursuivre vos conversations à l'extérieur de l'hémicycle, ça serait bien. Voilà, la parole est à Monsieur Éric Bocquet. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le sujet qui nous occupe ce soir surgit régulièrement dans l'actualité au travers des révélations successives faites ces dernières années sur la réalité et l'ampleur de l'évasion fiscale internationale. Nous pouvons tous aisément citer de mémoire les affaires HSBC, UBS, Offshore Leaks, LuxLeaks, FootLeaks, Panama Papers et plus récemment encore les Paradise Papers. Toutes ces affaires rythment désormais l'actualité quotidienne, scandalisant systématiquement et légitimement l'opinion publique. Le sujet est donc sur la table en France et dans le monde, car ce que chacun retient de ces révélations, c'est évidemment d'une part l'ampleur des chiffres qui nous sont donnés et d'autre part le caractère systémique de ces pratiques d'évitement fiscal qui déstabilisent les États et qui, au fond, finissent par poser un sérieux problème démocratique y compris. La proposition que nous examinons ce soir et dont la principale mesure vise à instaurer une COP de la finance et de la fiscalité mondiale. Cette proposition est donc une démarche constructive visant à mettre cette question au niveau requis. Mes chers collègues, si les gaz à effet de serre occasionnent des trous dans la couche d'ozone, les paradis fiscaux et l'opacité créent des gouffres dans la finance mondiale. Cette finance est en surchauffe au même titre que le climat. L'évasion fiscale représente des montants annuels colossaux. Rappelons-les incessamment, 1 000 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne, 100 milliards pour les pays en développement, de 60 à 80 milliards d'euros pour notre pays, soit un chiffre supérieur au déficit constaté pour 2017 ou annoncé pour cette année 2018. Ce sont autant de moyens pour répondre aux besoins des peuples et de la collectivité, ce qui inévitablement pose la question du consentement à l'impôt, qui ne peut fonctionner qu'à certaines conditions. D'abord, que l'impôt soit juste, équitablement réparti, progressif et surtout que personne n'y échappe au nom de l'intérêt général. Il en va de la stabilité de la République et de l'harmonie de notre société. Selon l'ancien secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, Henry Morgenthau, dans les années 30, que je cite, « L'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans une société civilisée. » Aujourd'hui, sous l'effet conjugué de la mondialisation et de la concurrence fiscale effrénée entre États, l'évitement fiscal, qui inclut aussi bien la fraude que l'optimisation et l'évasion fiscale, s'est largement propagé. Bien aidé en cela par l'ingénierie des banques et des cabinets d'audit et de conseil et d'autres avocats fiscalistes qui exploitent habilement l'opacité et les failles des législations fiscales pour mettre au point des schémas aussi complexes qu'efficaces. À l'heure du shopping fiscal, les États organisent les soldes. La concurrence fiscale tourne désormais à plein régime et siphonne peu à peu les ressources publiques. Les recettes que les États collectent via l'impôt sur les sociétés ont ainsi chuté de manière spectaculaire en quelques années. À cela, bien sûr, s'ajoutent les paradis fiscaux, qui agissent comme de grandes lessiveuses pour recycler l'argent du blanchiment, de la fraude, du commerce des armes, de la prostitution, de la drogue, voire ces derniers temps du trafic des migrants vers l'Europe ou encore même du terrorisme. Ces phénomènes conduisent à une situation où tout le monde est perdant, à l'exception notable des grandes multinationales, notamment les géants du numérique et les individus les plus fortunés qui, chaque année, augmentent leur patrimoine dans des proportions insensées. Les paradis fiscaux ne sont pas un dysfonctionnement de l'économie. Ils sont au cœur du libéralisme financier, mondialisé, dérégulé et qui profite à une infime minorité. Cette situation fragilise les pactes sociaux, en exacerbant les inégalités et en favorisant l'hyperconcentration des richesses.
L'ONG Oxfam montrait, il y a quelques semaines, dans un rapport sur la pauvreté, que 82% des richesses créées dans le monde l'an dernier avaient profité aux 1% les plus riches de la population mondiale. En 12 mois, la richesse des milliardaires a augmenté de 762 milliards de dollars. On constate trop souvent que le financier a bel et bien pris le pouvoir et impose sa domination aux États et au monde entier. La finance de l'ombre représente 45 000 milliards de dollars, chiffre publié hier matin dans un grand quotidien économique de notre pays. En quelques mots, le dumping fiscal est devenu féroce, la dette s'accumule et l'austérité s'aggrave. En dépit des avancées accomplies, je pense par exemple, sous l'impulsion de l'OCDE, au plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le système BEPS, le risque d'un grand bond en arrière est bien réel. Il nous revient d'affirmer un autre modèle de développement et de relations internationales misant sur la coopération fiscale, la régulation et une nouvelle gouvernance mondiale. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la France devrait être à l'initiative de la tenue d'une conférence des parties, une COP de la finance et de la fiscalité, sur le modèle de la COP environnementale et sous l'égide de l'ONU. Quelques éléments pour la définir plus concrètement. Cette COP aurait vocation à avancer sur plusieurs chantiers, tels qu'une définition universelle des paradis fiscaux, la régulation des conventions et des rescrits fiscaux et la lutte contre les dérives de la finance. Elle pourrait ainsi conduire à terme à la création d'une organisation mondiale de la finance, débouchant sur l'ouverture régulière de négociations, procédant à l'évaluation des progrès obtenus et la définition de sanctions en cas de comportement non coopératif. Pourquoi placer cette COP sous l'égide de l'ONU ? Les travaux de l'OCDE, du G7, du G8 et du G20 ont incontestablement apporté des avancées. Mais ces organisations s'apparentent davantage à un club de pays riches qu'à de réelles instances de concertation globale. Or, au grand jeu de l'évitement fiscal, les pays en développement sont les grands perdants. Dès lors, il faut garantir à tous une égale participation à la définition des politiques fiscales mondiales. Ainsi, la démarche que nous proposons se veut-elle complémentaire et non concurrente des travaux menés par ailleurs. À ce propos, l'an dernier, le G77 n'a-t-il pas indiqué que la lutte contre les paradis fiscaux serait l'une de ses priorités, avec pour objectif la mise en place d'une instance fiscale aux Nations unies ? Voilà une formidable opportunité. La France, par sa stature internationale, par la place et la compétence de sa diplomatie, a de nombreux atouts pour initier ce mouvement. Notre pays a vocation à porter un message de paix, de justice et de démocratie. Il a vocation à favoriser les équilibres et à être le porte-voix des plus fragiles. Une large conférence permettrait d'entendre ceux qu'on n'entend jamais, le but étant de mettre les 200 États du monde autour de la même table. Elle permettrait également d'isoler tous ceux qui seraient tentés par l'aventure fiscale et financière individuelle. Voilà un outil puissant pour générer du commun et substituer à ce vieil adage « l'argent est le nerf de la guerre », celui d'une autre ambition pour faire de l'argent le nerf de la paix. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre, disait Dostoïevski. Évidemment, chacun mesure combien la tâche est titanesque et ne saurait être gagnée du jour au lendemain. C'est sans doute le travail d'une génération. Mais lancer, sans attendre ces discussions, permettra à coup sûr de sensibiliser l'opinion et de mobiliser la société civile. L'engagement citoyen, plus que jamais, reste à nos yeux un levier indispensable dans cette bataille décisive. Enfin, notre démarche se veut résolument européenne, car le défi est immense également pour l'Europe. Si elle n'avance pas résolument vers la coopération et l'harmonisation fiscale, elle disparaîtra sous les coups des populismes dangereux et des extrémismes les plus noirs sur notre continent que l'on pensait à jamais disparu. Mes chers collègues, cette idée de COP fiscale fait son chemin, tout doucement. Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental l'a faite sienne dans une résolution le 13 décembre 2016. Puis, à son tour, l'Assemblée nationale l'a également adoptée lors de la séance du 2 février 2017. Au Parlement européen, plus récemment, lors de l'adoption du rapport de la Commission spéciale sur les Panama Papers, le 13 décembre 2017, les députés ont inscrit une recommandation numéro 160 préconisant, je cite, « d'organiser un sommet mondial sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'évasion et la fraude fiscale en vue de lever le secret dans le secteur financier ». Fin de citation. Notre Sénat a su montrer ces dernières années sa sensibilité profonde à ces sujets, au-delà des engagements des uns et des autres.
Souvenons-nous des votes unanimes des 2 rapports des commissions d'enquête en 2012 et 2013. La capacité que cette Assemblée a eue de se rassembler pour adopter en 3 occasions des amendements visant à la suppression du verrou de Bercy. Citons enfin la décision prise au sein de la commission des finances de créer un groupe de suivi sur la lutte contre l'évasion fiscale. Mes chers collègues, le Sénat a l'occasion ce soir de se joindre à la volonté de l'Assemblée nationale et faire que cette résolution devienne celle de tout le Parlement français. Cela marquerait une nouvelle avancée, pas symbolique, hautement politique, au moment où, en haut lieu, on semble s'interroger sur l'utilité des parlements et des parlementaires. Les 2 chambres de la République, ce sont les 2 jambes de la démocratie. Voter cette résolution ce soir, c'est faire œuvre utile pour l'intérêt général et les générations futures. Merci. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Didier Rambaud pour La République En Marche pour 6 minutes.